comment faut-il comprendre la notion de sagesse? Du point de vue de l'étymologie, la notion de philosophie signifie amour de la sagesse. Lorsqu'on parle de la philosophie en tant qu'amour de la sagesse, nous devons d'ailleurs la création de ce mot à Pythagore, parce que c'est Pythagore que les gens appelaient le sage, mais il refusait l'appellation de sage. Il disait qu'il n'est pas un sage, mais il est un amoureux de la sagesse. C'est pour montrer que la philosophie n'est pas la sagesse, mais elle est une visée, elle est une tension, on tend vers la sagesse. Donc le philosophe préfère cette attitude qui consiste à aller vers, plutôt que cette idée qui consiste à penser qu'on détient, qu'on possède la sagesse. Donc du point de vue de l'étymologie, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, le philosophe donc, si tel est le cas, le philosophe ne possède pas la sagesse. Il la recherche, d'où la notion d'amour. Et cette notion d'amour nous est clairement expliquée dans le Banquet par Platon, qui montre que l'amour tient le milieu entre l'ignorance et la science. Donc, pour montrer qu'en fait, en philosophie, nous tendons vers la sagesse, mais nous ne détenons pas la sagesse. Donc, le philosophe est un amoureux de la sagesse, c'est un amant de la sagesse et non un détenteur de la sagesse. Au sens général, quand on parle de la sagesse est un caractère du sage. Le sage, c'est qui? C'est cet homme qui est parvenu à réaliser un type moral idéal, celui qui est parvenu à la vertu, celui qui a une certaine maîtrise de soi, celui donc qui, face aux épreuves de la vie, reste toujours serein. Mais donc, c'est celui qui ne fait pas n'importe quoi dans la vie. Le sage, nous dit André Lalande, est surtout l'homme qui est maître de lui, réfléchit et par suite de cette réflexion, détaché de ce qui passionne la plupart des hommes. Et cette idée d'ailleurs, nous la retrouvons chez les Grecs, pour qui la notion de sagesse est toujours liée à la vertu. Donc le sage, c'est cet homme qui a beaucoup d'expérience dans la vie parce qu'il aura vécu, il aura entendu, il sait énormément de choses. Le sachant maintenant, il se comporte conformément à cette connaissance. C'est celui qui reste imperturbable devant les souffrances de la vie, qui comprend que la vie est souffrance, la vie est malheur, donc qui parvient toujours à être maître de ses sentiments, maître de son corps, donc finalement maître de lui. Donc c'est celui qui sait se dominer. Au sens philosophique, comment faut-il comprendre la notion de sagesse? La sagesse renvoie à une connaissance parfaite qui englobe également l'idée de vertu. Et d'ailleurs, c'est cette conception que nous retrouvons chez Descartes qui la résume à travers ce propos lorsqu'il dit « Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention des arts. » Donc, il y a une double dimension de la sagesse ici. C'est pourquoi Descartes dit non seulement, on n'entend pas seulement, donc on entend aussi. Elle est à la fois une connaissance parfaite. Ce que Descartes entend par connaissance parfaite, c'est une connaissance des choses les plus profondes de la vie. C'est une connaissance principielle lorsqu'on comprend le fondement de toute chose. Non pas connaît l'entière, la totalité de la connaissance, mais en tout cas la connaissance des choses les plus profondes. Donc lorsqu'on détient cette connaissance des vérités les plus profondes, nous dit Descartes, il faut que cela transparaisse maintenant dans son comportement de tous les jours. Donc en réalité, la notion de sagesse telle qu'elle est comprise chez les philosophes, elle renferme une double dimension. C'est une connaissance principielle et cette connaissance principielle, on ne peut y accéder que par la voie de la raison.
Voilà pourquoi on l'appelle également une connaissance rationnelle qui va au fond des choses. Mais également, c'est une connaissance qui est guidée par la droite raison. Donc, il y a d'un côté la raison qu'on met en œuvre quand il s'agit de connaître pour aller au fond des choses, et de l'autre côté, la raison également qui guide le comportement. Donc, on dira que la sagesse philosophique renferme deux dimensions, une dimension théorique auquel cas on parle de connaissance rationnelle et une dimension pratique auquel cas on parle de comportement raisonnable qui refuse donc tout excès, un comportement qui réfléchit, un comportement donc où il est question pour l'homme d'être serein face aux événements de la vie. Alors, l'analyse de la définition. La première chose qu'il faudrait retenir, c'est que la sagesse renvoie toujours à un comportement réfléchi. Réfléchi pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de se comporter à l'aveuglette dans la vie, de se laisser gouverner par ses sentiments, par ses préjugés ou par la tradition de manière aveugle. Mais il s'agit, dans tout acte que l'on pose, de mettre en avant d'abord la raison. Voilà pourquoi on dit un comportement réfléchi, guidé par un clair savoir. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que à travers cette définition, l'on voit qu'on aspire à la sagesse. La sagesse relève d'une aspiration. On tend vers un savoir parfait et on tend également vers ce comportement. Peut-être c'est cela qui justifie également que nous ne soyons pas des dieux. Comme le dit Descartes, les hommes, nous avons plus ou moins la perfection, mais nous ne sommes pas au fond parfaits. Il n'y a que les dieux seuls qui soient parfaits. Enfin, la philosophie comme amour de la sagesse, ici c'est une sorte de conclusion qu'il faudra retenir à travers le propos de Renouvier lorsqu'il dit la philosophie comme amour de la sagesse, le plus ancien nom de la philosophie fut la sagesse. Parce qu'au fond, lorsqu'on détient la connaissance des choses les plus profondes de la vie et qu'on parvient chaque fois à s'efforcer dans son comportement d'être guidé par la droite raison, on peut dire quelque part qu'on est plus ou moins sage, comme le dit Descartes. Donc, au fond, la sagesse philosophique, c'est cela, c'est refuser de se comporter comme un animal. Parce que dès l'instant qu'on dit que l'homme est un être doué de raison, il doit pouvoir se comporter conformément à ce qui le caractérise, à savoir la raison. Donc, il s'agit ici de comprendre que l'homme, en cherchant à prendre en charge tous les problèmes de la vie, il cherche à les connaître pour mieux se comporter à l'intérieur de l'étang intramondain, c'est-à-dire à l'intérieur du monde. Il s'agit maintenant une fois qu'on a compris quelle est la finalité de ces trois grandes interrogations, de poser un problème qui concerne l'actualité de la philosophie. Est-ce que cet idéal de sagesse, la question que l'on se pose est la suivante, est-ce que l'idéal de sagesse est toujours d'actualité? La question se pose dans notre modernité. Pourquoi? Avec le triomphe des sciences et des techniques. Avec le triomphe des sciences et des techniques, il y a eu deux attitudes, deux écoles philosophiques, des doctrines philosophiques qui ont apparu, qu'on appelle le positivisme et le scientisme. Le positivisme, donc, est une école philosophique fondée par Auguste Comte, qui rejette la métaphysique et qui pense que avec la science comme forme, la seule forme de connaissance valide, c'est la connaissance scientifique. En dehors de la connaissance scientifique, toutes les autres connaissances ne valent absolument rien. Elles ne peuvent même pas avoir la prétention de dire qu'elles sont des connaissances. Quant au scientisme, c'est un terme également, c'est une doctrine selon laquelle on pense qu'avec le développement des sciences, et en particulier des sciences physiques, que les hommes n'auront plus besoin d'autre chose, ni de religion, ni de philosophie, de littérature. On pense que les sciences seules suffisent pour régler tous les problèmes de l'humanité. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'idéal de philosophie revient en force, surtout avec les problèmes
liées au développement des sciences et des techniques. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que non seulement les sciences et les techniques ne parviennent pas à résoudre tous les problèmes des hommes, c'est clair, il y a des questions qui ne sont pas prises en charge autant par la science que par la technique. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, non seulement les sciences et les techniques ne parviennent pas à régler tous les problèmes des hommes, mais elles sont également source de problèmes. Il y a de nouveaux problèmes liés à l'éthique. Quand on parle aujourd'hui de bioéthique, on se rend compte, par exemple, aujourd'hui, on peut louer le ventre d'une femme comme on louerait une chambre, ça crée énormément de problèmes. Les problèmes liés au clonage, à l'euthanasie, aux OGM, mais également les problèmes environnementaux. Donc, il y a de nouveaux problèmes qui surgissent avec le développement des sciences et des techniques. Or, ces problèmes-là qui surviennent de l'excès, certains diront de l'insuffisance également, dans tous les cas, qu'on trouve que c'est une insuffisance d'un développement ou un excès de développement, peu importe, l'essentiel est qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui ne peuvent pas être pris en charge ni par les sciences, ni par les techniques. Et il n'y a que la philosophie qui puisse véritablement prendre en charge ces problèmes-là. Voilà pourquoi la philosophie devient de plus en plus actuelle. Pour conscientiser les hommes, pour leur montrer l'urgence qu'il y a à s'arrêter pour réfléchir. La question est de savoir, par exemple, est-ce qu'on doit réaliser tout ce qui est techniquement possible? Est-ce que nous n'arrivons pas, parce que ces techniques qui participent de l'humanité de l'homme, est-ce que ces techniques à outrance, est-ce que finalement, elles ne vont pas créer une source de déshumanisation de l'homme? Est-ce que l'homme ne va pas détruire sa propre planète? Et si l'homme détruit la planète, l'homme n'est pas un élément en dehors de l'univers. L'homme est un microcosme dans le macrocosme qu'est l'univers. Donc si l'univers est détruit, cela va sans dire que l'homme lui-même va avoir des problèmes. Est-ce qu'il pourra même rester en vie? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une urgence à s'arrêter pour réfléchir sur cette surexploitation qu'on fait de l'environnement, mais également de ces développements des sciences et des techniques.